Jean-Marie Baldini est employé de sécurité. Tous les jours, avant de se rendre à son travail, il vient se recueillir sur la tombe de son fils, Damien. Ouais, Damien est là. Damien était l'aîné de ses 2 enfants. Il allait tout juste avoir 20 ans. Là, je lui dis salut mon grand, comme d'habitude. Concentre-toi là-haut. Puis on l'oublie jamais, quoi. On l'oubliera jamais. Il n'y a plus que ça qu'on peut faire pour lui maintenant. Venir et puis lui mettre des fleurs et puis penser à lui. Damien est mort il y a 3 ans, tué d'un coup de couteau en plein cœur par un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Il vivait chez ses parents en Lorraine, à Sainte-Marie-aux-Chênes. Un jeune homme sans histoire, apprécié de tous. Myriam, sa mère, et Benjamin, son frère, sont toujours dans la douleur et le souvenir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pour les femmes, ils font rien. Hein? Sur ce film, Damien, lors d'une fête d'anniversaire. Il m'a téléphoné. Et tout le temps en train de rire, tout le temps en train de... Il prenait la vie comme ça, Damien. Du bon côté. Myriam n'admet toujours pas la mort de son fils. Là, un acte pareil, c'est pas une chose qu'on va s'imaginer, quoi, je veux dire. Rien ne laissait prévoir le drame qui s'est joué à Briey, une petite ville voisine, le soir du 18 novembre 2006. À l'origine, une affaire de cœur entre adolescents du village. Élodie vit une histoire d'amour avec Renaud. Ils sont ensemble depuis 3 ans. Le couple est amoureux. Ils vivent une histoire fusionnelle. Jusqu'au jour où un jeune du village annonce à Renaud qu'Élodie l'aurait trompé avec Damien. Furieux, Renaud donne rendez-vous à Damien. Il veut s'expliquer avec lui. Moi, vu que ça me concernait, j'ai voulu aller avec lui. Il n'a pas voulu que je vienne au départ. Mais j'ai quand même voulu y aller parce que ça me concernait moi. Donc j'avais mon mot à dire aussi, sans penser que ça allait se passer comme ça. Le rendez-vous a lieu sur un parking, au lieu dit le Plan d'eau. Il est 23 h, Renaud et Élodie arrivent. Sur le parking, Damien les attend. Il n'est pas seul, mais avec d'autres amis. Renaud est tendu. Avant de descendre de voiture, il met un couteau dans sa poche. Emmanuelle de Rosa est journaliste. Elle a assisté à la reconstitution lors de l'enquête de police. Donc le groupe était là, quelque part par là. Et il semblerait que la jeune fille ait demandé de manière un peu véhémente pourquoi on l'accusait, et selon elle, pourquoi on l'accusait faussement d'avoir eu une aventure. Aurait donné 1 ou 2 coups de pied à la victime, puis ensuite son ami est intervenu. Renaud veut avoir une discussion en tête-à-tête avec Damien. Il demande à Élodie de retourner dans la voiture. À l'écart du groupe, Damien soutient qu'il a bien eu des relations sexuelles avec Élodie. Et il ajoute qu'il n'est pas le seul. La discussion s'envenime. Renaud sort alors un couteau de sa poche et porte un premier coup au cœur de Damien, suivi d'un 2e coup dans le dos. De toute évidence, les autres devaient être un peu éloignés, puisque nul n'est intervenu, ça a dû se passer vite. Il s'est juste retourné. Tout le monde, ou presque, l'a entendu dire quelque chose comme « il m'a donné un coup de schlass ». Damien fait quelques pas et s'effondre dans l'herbe. La vie de ces adolescents vient de basculer. Renaud rejoint aussitôt Élodie dans la voiture et tous les deux, ils quittent le parking. Au cours du trajet, il raconte à Élodie qu'il vient de donner des coups de couteau à Damien et qu'il doit se rendre au commissariat. Élodie panique.
Puis Renaud lui demande de jeter quelque chose par la fenêtre. Elle s'exécute. Il m'a dit tiens, jette ça par la fenêtre. Tranquillement, sans s'énerver, sans rien. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le... C'était emballé dans un mouchoir en fait. Je l'ai pris et je l'ai jeté. Seulement après, j'ai percuté sur le poids en fait du... C'est là que je lui ai demandé. Je lui ai demandé mais qu'est-ce que j'ai jeté et puis c'est là qu'il m'a dit que c'était le couteau. En fait, Élodie vient de jeter l'arme du crime. Arrivé au commissariat, Renaud avoue son geste. Il est aussitôt placé en garde à vue et incarcéré à la prison de Nancy. Élodie indique aux policiers où elle a jeté le couteau. Accusée de destruction de preuves, elle est laissée libre et placée sous contrôle judiciaire. Ensuite, la police appelle les parents de Damien. Le commissariat nous a prévenus à 23h30, nous disant que notre fils avait subi une agression. Mais quand je pose des questions, où il est, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'on peut aller le voir, on me répond pas et on me dit patientez, on vous rappelle. Et, vous savez que ces moments sont très difficiles. Hein. Patientez, patientez, vous ne savez pas où, qu'est-ce qu'il en est. Damien a été amené d'urgence à l'hôpital de Briey. À minuit, Myriam et Jean-Marie reçoivent un deuxième appel de la police. On leur demande de venir à l'hôpital. Et là, on nous annonce on n'a rien pu faire, c'est fini. Donc, c'est très brutal. Hein. Et ça, c'est une journée pour nous inoubliable. Damien est mort à 19 ans pour une rivalité amoureuse, poignardé par un jeune homme qu'il ne connaissait même pas. Élodie risque 4 ans de prison ferme pour avoir jeté l'arme du crime. Elle nie avoir volontairement jeté ce couteau. Mais pour les parents de Damien, sa responsabilité ne fait aucun doute. Bon, elle n'a pas commis l'acte, mais qu'elle soit quand même un peu punie, parce que bon, pour nous, elle en est quand même la cause. Nous, personnellement, on se dit que rien que passer au moins 1 an derrière les barreaux, vous voyez, on ne demande pas des années, c'est pas la peine, mais 1 an derrière les barreaux, ça lui permettrait de réfléchir un petit peu. Renaud, 25 ans, est accusé d'homicide volontaire. Il risque 30 ans de réclusion criminelle. Mais il nie toute intention homicide. Ma conviction en tant que père, que papa de Damien, ma conviction, il était venu dans le but de détruire, de faire très mal à Damien. Et puis c'est tout. Que Damien ait pu dire n'importe quoi, ce monsieur, il était là. C'était son but, voilà, c'est tout. Il était déterminé. Il était déterminé. Pour nous, on se dit qu'avec ce procès, qu'on espère qu'il va être clair pour nous, que cette histoire soit vraiment claire, parce qu'elle n'est pas claire, ça nous permettra peut-être de faire un deuil. Le procès de Renaud et d'Élodie doit s'ouvrir demain. La jeune fille se rend chez son avocat pour un dernier rendez-vous. Un peu stressé, j'imagine. Un petit peu. Maître Morel va tenter de relativiser la part de responsabilité de sa cliente. Vous allez avoir la possibilité, je sais que ce ne sera pas simple, je sais que vous avez envie de le faire, mais d'avoir la famille de la victime en face de vous. Si vous arrivez, peut-être, c'est sans doute pas facile pour eux non plus d'ailleurs, je pense, à vous adresser à eux. Alors, j'aimerais bien, j'essayerai en tout cas, mais je ne sais pas si j'y arriverai. À mon avis, ça peut avoir un intérêt pour essayer de poser les choses. Ce qui doit être compris quand même, c'est que tout le monde se retrouve là et qu'à la base, vous n'avez rien demandé non plus. Il y a des gens qui auraient mieux fait ce jour-là de se taire plutôt que de colporter un certain nombre de commérages qui ont eu des conséquences dramatiques. Que vous ne soyez pas perçu comme celle qui est à l'origine de tout, parce que vous n'êtes pas la cause, vous êtes le prétexte à mon sens. Aujourd'hui, Élodie regrette le drame qui s'est produit et appréhende le procès. Moi, j'étais bien avec lui pendant 3 ans. Tu vois, on avait la paix. Je veux dire, j'étais bien avec tout le monde et du jour au lendemain. Je sais pas à quoi ça leur sert de. Et témoigner à la barre, c'est quelque chose que vous attendez aussi?
Le plus dur pour moi, c'est la famille, parce que... « 22 octobre 2009. Cour d'appel de Nancy, c'est le premier jour du procès. Élodie arrive la première. Elle est très tendue. Elle se tient constamment en retrait. Je me sens stressée quand même. Je pense qu'on serait à moi. Trop stressés, les parents de Damien se sont perdus dans Nancy. Ils arrivent en retard. Tous les amis de la victime sont venus apporter leur soutien à la famille. Ils sont nombreux. Certains sont agressifs. Je t'ai dit, me filme pas. Non, mais je t'avais prévenu. Hein. On craint les débordements. L'accusé arrive dans le fond de la salle, encadré de près par les policiers. La première matinée débute par le rappel des faits. Le président annonce ensuite les charges qui sont retenues contre les prévenus. Homicide volontaire pour Renaud, destruction de preuves pour Élodie. Quand il leur demande ce qu'ils ont à ajouter, Renaud dit qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer Damien. Élodie répond qu'elle n'avait pas conscience de jeter l'arme du crime. À la rupture de l'audience, les parents de la victime n'acceptent pas ce qu'ils viennent d'entendre. Je crois pas. Tous les deux. C'est quand même... c'est vrai que c'est quand même bien assisté par les témoins des deux couteaux, quoi. Hein, c'est vrai qu'on parle bien le deuxième premier, coup est particulièrement et le premier... caractéristique de cette envie de voilà, tuer. Voilà. Donc quand il veut dire se porter des coups mortels, mais sans l'intention, deuxième coup... Après 2 heures de pause, Myriam et Jean-Marie ne décolèrent toujours pas. Le monsieur qui dit qu'il n'a pas voulu tuer. Ça, non. Et puis mademoiselle Bray, quand on la voit, là, puis mine de rien, et je crois que ça c'est, on va dire que c'est... je ne crois pas une personne qui est comme ça, bras ballants, puis en attendant, non. Derrière tout ça, il se cache quelque chose. Il y a une vérité. Et la vérité, ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas la sortir. Ils ont tendu un piège à Damien, tous les deux. Et ils ont détruit Damien, tous les deux. À la reprise de l'audience, un témoignage attendu. Celui du jeune homme par qui le drame est arrivé. C'est lui qui a annoncé à Renaud l'infidélité d'Élodie. À la barre, son témoignage est confus. Il prétend qu'il a oublié, il minimise son rôle. Pourtant, pour l'avocat d'Élodie, le premier responsable du drame, c'est lui. S'il s'était un petit peu occupé de ses affaires, on ne serait pas là aujourd'hui et qu'il y a une personne qui serait encore là aujourd'hui, quoi. Mais le moment le plus attendu de cette première journée, c'est le témoignage d'Élodie. Elle va être appelée à la barre pour donner sa version des faits. À la barre, tendue, elle se contredit sur le déroulement des faits. Elle nie avoir eu une relation avec Damien. Elle oublie, se reprend, elle perd pied. Pendant près d'1 heure et demie, l'avocate générale et le président la mettent face à ses contradictions en lui lisant sa déposition. Pour la cour, elle ne pouvait ignorer qu'elle jetait le couteau. À la sortie de l'audience, Élodie sait qu'elle n'a convaincu personne. Tout de suite. On sort. Vous voulez préférer dehors? Non, même pas. Peut-être plus tard, mais là, j'ai pas envie. Je crois que Mademoiselle Bray a essayé, avec la sincérité qui est la sienne et avec les mots qui sont les siens, d'exprimer un peu ce qu'elle ressentait de tout ceci et surtout d'essayer d'expliquer qu'elle ne savait pas ce qui venait de se passer dans sa gravité et surtout n'avait pas conscience de dissimuler quoi que ce soit. Je crois que c'était ce qu'elle voulait faire passer.
Et puis surtout ce regret par rapport aux conséquences tragiques de ce qui part finalement de Rago de bas étage. On n'avait qu'une seule envie, c'est que Mademoiselle Breuer dise simplement « j'ai fait ce que j'ai fait ». Simplement, c'est un délit connexe, hein. On lui reproche d'avoir dissimulé l'arme du crime. Simplement qu'elle assume. Pour nous, c'est insupportable. On voit qu'elle ment et puis elle continue encore de mentir. Et elle ment, on continue de mentir aussi sur la relation qu'elle aurait eue avec Damien quand même. Une première journée qui se termine mal pour Élodie. La jeune femme craint d'aller en prison. Deuxième et dernier jour du procès. Ce matin, c'est l'accusé qui va prendre la parole. Quand il s'adresse à la cour, il raconte qu'en arrivant sur le parking, il s'est rendu compte que les amis de Damien étaient nombreux. Il a eu peur et il a mis le couteau dans sa poche. Il explique que le groupe a commencé à l'insulter. Et il raconte enfin que quand Damien l'a poussé en lui disant qu'Élodie le trompait souvent, il a perdu tout contrôle, sorti le couteau et frappé. Il ajoute que son geste était stupide et qu'il le regrette. Il termine en répétant qu'il n'a jamais voulu tuer Damien. Le président dit, et c'est suffisamment remarquable pour qu'on le souligne, au moins il est clair, et le président dit on doit le souligner, dès que vous vous rendez au commissariat de police, vous dites exactement ce que vous avez vécu et ce qui s'est passé. Et depuis, il n'a pas varié. Les experts psychiatres qui témoignent ensuite emploient le mot passionnel, ce qui diminue la responsabilité de l'accusé. Le fait d'écrire que c'est un geste passionnel, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je le lis. Et des procès d'assises, je ne sais plus combien j'en ai fait. C'est très rare qu'un expert écrive ce mot passionnel, puisqu'il n'y a pas de crime passionnel en droit français. Hein, et passionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cœur qui fonctionne et plus trop le cerveau. Parce que si le cerveau avait fonctionné, il le dit d'ailleurs à la barre, ben je me serais arrêtée là et je serais partie. Et surtout, je n'aurais pas sorti mon couteau. Pour les parents de Damien, il ne s'agit en aucun cas d'un crime passionnel. Pour eux, cet argument est destiné à susciter la clémence des jurés. J'ai senti une injustice. C'est eux les victimes. Monsieur porte le coup à Damien, mademoiselle est complice, c'est eux les victimes. C'est très dur d'entendre. Notre fils est décédé. D'entendre ce qu'on peut entendre. Hein, et bien entendu, mais ils assument jamais, tous les deux, ils n'assument pas leur acte. Hein. Les amis de la victime craignent une peine trop légère pour les accusés. Dans la salle, la tension monte. Les policiers sont de plus en plus nombreux. Par mesure de sécurité, le président décide de changer de salle pour placer l'accusé dans un box protégé. C'est maintenant au tour de l'avocate générale de prendre la parole. Elle affirme que Damien est mort pour rien et que cette violence ordinaire est impardonnable. Renaud et Élodie n'ont jamais cessé de se couvrir l'un l'autre durant le procès sans jamais assumer leurs gestes. Pour elle, l'intention de tuer ne fait aucun doute. Elle requiert un minimum de 15 années d'emprisonnement pour Renaud et 24 mois de prison avec sursis pour Élodie. Vos commentaires sur les réquisitions de l'avocat général 3 CCV. 3 CCV. Alors encore une fois, c'est ce que je disais, elle réclame 15 ans pour avoir 15 ans. Elle réclame pas 15 ans pour en avoir 5. Là aujourd'hui, elle est en accord avec sa confiance, en tout cas avec ce qu'elle réclame. 15 ans, c'est pour avoir 15 et pas 12. Et 15 pour avoir 15. C'est ce qu'elle a dit, c'est le minimum. Donc s'il y a en dessous de 15 ans, j'espère sincèrement qu'il y aura un appel du parquet. Il y en a, c'est des voleurs, ils prennent 15 ans. Il y en a, ils tuent, ils prennent 15 ans. Encore une fois, c'est la proposition de l'avocat général. La peine peut aller jusque 30 ans. C'est les jurés qui choisiront et l'avocat, le président et les deux conseillers. Elle a proposé 15 ans. J'estime également que c'est un petit peu faible. J'aurais voulu entre 18 et 20. Jamais de couteau, c'est quand même... Au terme du réquisitoire, Élodie sait maintenant qu'elle ne devrait pas aller en prison. Mais elle demande plus. Elle aimerait obtenir un acquittement. Selon le verdict, je me suis fait, donc je m'attends à tout. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vécu. Après c'est au jury de décider. Hein. Il est 17h
les jurés se sont retirés pour délibérer. Après 5 heures de réflexion, le verdict tombe. Renaud est reconnu coupable d'avoir volontairement donné la mort à Damien. Il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Élodie est reconnue coupable de destruction de preuves. La Cour la condamne à 12 mois de prison avec sursis. Élodie et son avocat ont le sentiment que la justice a été sévère. Moi, je suis déçu sur un point, c'est que j'estime que juridiquement, par rapport au texte de l'infraction qui était reprochée à Mademoiselle, il n'y a pas d'éléments qui permettent de caractériser l'infraction. Il y a un geste, il y a un fait, mais il n'y a pas les éléments intentionnels de l'infraction. Donc juridiquement, je pense que c'est une décision qui n'est pas satisfaisante. Vous attendiez à ça? Non, pas tout à fait. Comme je suis ce que mon avocat a dit, on me reproche d'avoir jeté l'arme qui a servi à donner le coup, alors que je les ai indiqués sur le lieu pour le retrouver. Donc quand on dit détérioration, modification de l'arme sur le lieu d'un crime, je pense pas. La décision des jurés ne satisfait pas non plus les parents de Damien. Encore une fois, 13 années, de toute façon, monsieur et madame Baldini, de toute façon, ça ne sera jamais assez. Hein, il a retiré la vie de votre fils, que ça soit 20 ans ou 13 ans, si vous voulez, c'est jamais suffisant. Ça n'a pas de prix. La vie de votre fils n'a pas de prix, mais c'est sûr qu'on voudrait 100 ans. Non, mais si. Oui. Qu'est-ce que c'est que 13 ans? 13 ans, il en a fait déjà 3. À la limite, dans 10 ans, il sort. C'est rien. C'est rien. Il va faire sa vie. Dans 10 ans, il refera sa vie. Et là, mademoiselle Préau, demain, ça y est, elle est tranquille. Je veux dire, bon, il faut qu'elle se tienne à carreau, mais enfin, disons qu'elle peut continuer sa vie. Mais nous, la nôtre, ça, on ne pense pas que nous, notre vie, elle est brisée jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Les condamnés ont décidé de ne pas faire appel. Le jugement est donc définitif. Paris, 4e arrondissement. Des voleurs dévalisent un magasin de lunettes en 43 secondes. Ils ne portent ni gants ni cagoule. La scène est filmée par les caméras de surveillance. En 43 secondes, ils volent 400 paires de lunettes de marque, du travail de professionnels. Le lendemain matin, au commissariat du 2e arrondissement, la police scientifique est informée du casse. Police technique, bonjour. 10 à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour un vol d'effraction à laquelle Depuis 3 ans, les experts de la police scientifique ne se déplacent pas seulement sur les grosses affaires. Leur compétence est aujourd'hui utilisée pour résoudre des cas de petite délinquance. À Paris, ces spécialistes sont au nombre de 80. Jean-Yves Corner est le patron des experts du 2e arrondissement. Il va tenter de retrouver les voleurs qui ont dérobé les 400 paires de lunettes. Bien souvent, ce sont leurs mains qui trahissent les malfrats. On recherche, c'est des traces. Et une trace, c'est partiel, c'est ce qu'on laisse involontairement quand on touche à un objet. C'est toujours un peu plus petit, c'est déformé, c'est écrasé. Et pour découvrir ces traces, l'équipe se rend sur les lieux du cambriolage, dans le quartier du Marais. Bonjour madame. Ils sont accueillis par la gérante du magasin. Pour elle, le préjudice se monte à 160 000 €. Sur ce cambriolage, les policiers ont une aide précieuse, la vidéo de surveillance. Ça peut nous aider parce qu'on va voir tout de suite où les auteurs de l'effraction ont mis les doigts. Donc on va essayer de cibler au plus près ce qu'ils ont touché, s'il y a des supports qui sont bien exploitables pour nous. Sur les images, on distingue clairement la phase d'approche des cambrioleurs. 2 hommes passent et repassent pour repérer les lieux. Donc ouais, ça fait déjà un quart d'heure qu'ils sont dessus là. En
Ensuite, il force la porte au pied de biche. Le verre explose. Les 3 voleurs s'introduisent dans la boutique. Ensuite, tout va très vite. Mais les enquêteurs relèvent un détail important. Aucun cambrioleur ne porte de gants. On va essayer quand même d'exploiter ça parce qu'il les touche vraiment bien, lui. On va exploiter la barre en rentrant à l'envers avec la main gauche, les tiroirs, les présentoirs. On va jeter un coup d'œil quand même si on peut poudrer ça rapidement. Pour identifier les traces, Jean-Yves Corner utilise une poudre métallique à base de carbone. C'est le carbone qui permet de révéler les empreintes en se fixant sur la graisse et la transpiration des doigts. La barre de la porte va peut-être révéler l'identité des cambrioleurs. Là, ça pourrait être lui. Là, c'est pas mal. Ouais. Ça correspond bien. Ah ouais, ça correspond bien. T'as 4 doigts dans le bon sens. Ça correspond bien. Ouais, ça peut être ça, là. En plus, ça a l'air frais. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu vers les mains humides. En effet, la vidéo l'atteste, cette trace appartient bien à l'un des voleurs. Jean-Yves fixe ses empreintes sur un papier autocollant. Et là, c'est la déception. Là, on voit bien que les traces sont glissées. Ici, on voit qu'il y a une pression quand même sur la barre. Mais et là, c'est pas suffisamment de lignes pour qu'on puisse exploiter les traces. Ça sera pas bon. C'est insuffisant pour être exploité. Les policiers vérifient à présent les traces sur les présentoirs. Ils auront peut-être plus de chance. Mais là encore, rien d'exploitable. C'est l'échec. Mais Jean-Yves repart déjà sur une autre affaire. On est toujours déçu quand on trouve rien. Mais bon, c'est comme ça fait partie du métier. Bon, là, l'affaire, je l'ai oubliée. J'essaye de me focaliser sur celle qui vient après. Quelques minutes plus tard, le téléphone retentit. Un autre cambriolage vient de se produire, cette fois dans le quartier du Sentier. Un grossiste en vêtements a retrouvé la porte de son arrière-boutique fracturée et sa caisse vidée. Jean-Yves Corner poudre les parties de la porte qui pourraient contenir les empreintes du cambrioleur. Et juste à côté de la serrure, de nouvelles empreintes qui pourraient être celles des délinquants, mais aussi celles du propriétaire de la boutique. Ils vérifieront quelques minutes plus tard. En attendant, le commerçant aimerait savoir comment éviter de se faire cambrioler. Comment pour éviter les cambriolages, tout ça, quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand ils veulent rentrer, ils rentrent à chaque fois. Vous avez vu, votre porte, elle est bien blindée. Il a quand même réussi à rentrer. Après, il faut essayer d'écourter le plus possible son passage chez vous. Donc il faut mettre une alarme sonore qui fasse du bruit, même si ça dérange aux voisins. C'est pas grave. Il va rester, il va s'occuper de votre caisse et puis il va partir. Les experts de la police scientifique retournent au bureau pour procéder aux analyses. Parfois, ils doivent faire preuve d'imagination pour retrouver les traces du passage des délinquants. C'était un gars qui avait fait un vol effraction dans un appartement. Il était ganté, on avait trouvé des traces de gants. Et puis, il a eu un petit creux. Donc, il a ouvert un paquet de gâteaux qui appartenait à la victime. Et pour l'ouvrir, comme il avait des gants, il était gêné. Donc, il a tiré un gant et il a laissé ses traces sur le paquet de gâteaux. Il a été identifié par sa gourmandise. Retour au bureau, Jean-Yves va analyser les empreintes. Les traces sont grossies dans cette machine, un épiscope. Pour qu'une empreinte soit une preuve irréfutable, elle doit comporter 12 signes particuliers concordants. Les points particuliers, c'est des lignes qui s'arrêtent, des lignes qui se croisent, des morceaux de lignes, des bifurcations. Et à partir du moment où il y en a 12, entre la trace qu'on a relevée sur les lieux de l'infraction et l'empreinte de référence, il y a identification formelle. Si ces 12 points figurent en même temps sur la trace et sur l'empreinte de référence. Non plus. La trace retrouvée chez le commerçant du Sentier est-elle exploitable? Alors au niveau de la trace qu'on a trouvée sur la porte, il y a bien les 12 points, donc elle est exploitable. Après j'ai comparé avec les doigts de la victime qu'on a relevés sur place. Ça ne correspond pas aux doigts de la victime, donc c'est sûrement le doigt de l'auteur de l'effraction. Donc on espère que ça sera une réponse positive et
on puisse l'interpeller et lui mettre le casse sur le dos, quoi. Les empreintes sont maintenant envoyées au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Un fichier qui archive les empreintes des délinquants interpellés pendant ces 3 dernières années. Si le cambrioleur est déjà fiché, il sera facile de le retrouver. 2 jours plus tard, le résultat tombe. Le voleur n'est pas répertorié dans le fichier. Impossible de le retrouver grâce à ses empreintes. Maurice Signolet est commissaire. Il dirige ses experts de la police. Pour lui, les empreintes digitales ont leurs limites. Aujourd'hui, il faut mettre tout l'arsenal de la police scientifique au service de la lutte contre la petite délinquance. On va développer de plus en plus la recherche des traces biologiques, parce que nous disposons du fichier des empreintes digitales, mais nous disposons également maintenant du fichier des empreintes génétiques. Et donc, à terme, dans un avenir très proche, nous allons développer au maximum cette recherche de traces biologiques. C'est-à-dire que sur un cambriolage, on laissera un cheveu, on laissera une salive, on laissera un mégot, on laissera n'importe quoi qui nous permettra de relever ces traces biologiques. Le lendemain matin, Jean-Yves et son équipe repartent sur un vol à main armée dans un institut de bronzage du 10e arrondissement. La gérante s'est fait dérober 2000 €. Avec le couteau, il m'a dit « Va à la caisse, ouvre la caisse et donne les billets. Et dépêche-toi, dépêche-toi. » Et c'est là où il me disait « Je suis malade, je sors de l'hôpital, donc si tu veux pas que ta réponse, dépêche-toi. » Problème pour les policiers, le voleur n'a rien touché, à part le portefeuille de la gérante. Impossible donc de retrouver la moindre trace. Comme les empreintes digitales, c'est de la sueur. Tout ce qu'il y a de naturel, bois, cuir, papier, ça rentre à l'intérieur, on ne peut pas les relever. Je vous laisse, madame. Voilà. Bon courage, madame. Bonne journée à vous aussi, merci. Merci, au revoir. Aucune trace, mais Jean-Yves connaît peut-être un autre moyen pour remonter jusqu'au coupable. La même agression a été commise dans d'autres instituts de bronzage. Il se renseigne auprès d'un collègue du service d'investigation transversale. Il y a un employé à l'Océan qui s'est fait fraquer là, sur le 10. La dame qui s'occupe des cabines s'est fait agresser sous la menace d'un couteau. Un mec encapuchonné qui rentre dans la boutique, qui se fait remettre l'argent. C'est intéressant ça. Ouais, je voulais savoir si tu n'avais pas un truc un fait similaire. Si, j'ai eu un fait très récent là, le 12, donc il y a 2 jours. Ouais, visiblement avec un mode opératoire similaire. Je te tiens au courant s'il y a quoi que ce soit. Le voleur sera peut-être interpellé grâce à ces recoupements. Le fait d'avoir un fait isolé, l'investigation est beaucoup plus dure. Alors que quand on rapproche les faits les uns les autres, on est susceptible de pouvoir trouver des éléments d'enquête qui peuvent être incomplets sur un fait et complétés par un nouveau fait. Des échanges d'informations qui permettent d'élucider de plus en plus d'affaires liées à la petite délinquance. Mais il reste du travail. En 2000, 20 000 cambriolages avaient été recensés à Paris. En 2008, le chiffre est tombé à 12 000. Si vous êtes victime d'une agression, d'un vol ou d'un cambriolage, un conseil, ne touchez à rien avant l'arrivée de la police scientifique. Ce sont bien souvent les victimes elles-mêmes qui polluent la scène du délit et empêchent la police de trouver les preuves qui permettront d'identifier les coupables. Les pompiers de Paris. La nuit, ce sont les anges gardiens de la capitale. Nous avons décidé de suivre les hommes de la caserne la plus importante, celle de la porte Champéret. Il est 18 h. Comme tous les soirs, les pompiers débutent par une séance de sport. Le caporal-chef Sylvain Fradin et son équipage sont de permanence sur le véhicule de secours aux victimes. Allez, départ, c'est parti. À tout moment, ils doivent être prêts pour partir en intervention. Le signal de départ pour leur véhicule, une alarme, suivie de 4 coups brefs. Elle peut retentir à n'importe quel moment. C'est parti, on décale. 4e coup, les hommes doivent partir. Sur intervention. Donc la sonnerie en fait correspond à notre engin. En moins d'1 minute, Sylvain va chercher l'adresse où il doit intervenir.
Les premières infos indiquent une personne accidentée sur la voie publique. Personne malade, 13 avenue de la Porte de Champéry. Tu prends sur la droite. Une adresse à quelques minutes seulement de la caserne. À gauche, pardon. Il est 18h30, c'est l'heure de pointe à Paris. Malgré la sirène, le camion a du mal à se frayer un chemin dans les embouteillages. C'est assez compliqué parce que la circulation est assez dense et les véhicules ont du mal à bouger. Donc, Les gens comprennent pas tout le temps. Est-ce que le Parisien est discipliné? Non, très indiscipliné. Même quand il voit les pompiers arriver? Oui, tout à fait. Ouais. On est obligé des fois de forcer le passage ou de leur faire comprendre qu'on part sur intervention. À chaque intervention, les pompiers ne savent pas à quoi s'attendre. Arrivée sur place, une femme est allongée sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, elle aurait été frappée par son mari. Et en descendant, elle est tombée. Oui. Et lui, il est parti. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. C'est une 205 blanche. D'accord. Elle est tombée directement ici. Non. Je l'ai mise là, j'ai mise en position, elle est à moitié Madame, sur le toit madame, et elle criait. Madame, vous m'entendez? C'est les pompiers là. Est-ce que vous avez mal quelque part? Il s'agirait d'une violence conjugale. Cette femme a été frappée par son mari dans leur voiture. Arrêtée au feu rouge, il l'aurait ensuite jetée sur le trottoir. Elle est consciente, mais elle n'arrive plus à marcher. Montez avec nous, faites un effort là, madame. Sylvain décide de l'allonger dans l'ambulance. Levez-vous là. Voilà. Hop. Vous étiez en voiture? Oui. Avec qui? Hein? Avec votre mari? Dites-moi. Vous êtes fait agresser par votre mari? Hein? Oui? Est-ce que vous voulez porter plainte? Est-ce que vous voulez la police? Oui? D'accord. Il vous a frappé? Où ça? Au niveau du visage? L'équipage appelle la police. Coups, blessures, violence conjugale. Quand il s'est engagé chez les pompiers, Sylvain ne s'attendait pas à s'occuper de ce genre de sinistre. Vous attendiez à ça quand vous êtes rentré chez les pompiers? Non, du tout, non. C'est vrai que quand quand on rentre chez les pompiers, on pense au feu. On pense pas du tout au secours à victime ou à la détresse psychologique. C'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Une équipe de policiers du 17e arrondissement arrive sur place, mais la victime est encore sous le choc. Elle devra se présenter plus tard au commissariat pour déposer plainte. Donc là, on emmène la victime aux urgences de l'hôpital du Perpétuel Secours, à Levallois-Perret, pour qu'elle soit vue par un médecin et qui constate les blessures qu'elle a reçues par son ami. Pour qu'ensuite elle puisse aller déposer plainte au commissariat. La jeune femme est prise en charge par le service des urgences. Elle restera en observation pendant toute la nuit, avant de rentrer chez elle le lendemain. Il est 22h, retour à la caserne. La soirée risque d'être animée. En attendant la prochaine intervention, Sylvain et son équipage font une petite pause. Pour lui, le métier de pompier est une vocation. C'est depuis en fait tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et donc, dès que j'ai pu passer mes diplômes de secourisme, je l'ai fait. Et puis ensuite, je me suis engagé en tant que pompier volontaire dans mon village, chez moi. Et puis ensuite, je me suis engagé donc, en tant que service militaire, à faire mon service militaire chez les pompiers de Paris. Pas le temps de terminer, les 4 coups de sonnerie appellent l'équipage sur une nouvelle intervention. Golf 32 VSAV numéro 1 Champéry, partie personne blessée, ici au balai de Reux, une avancée. L'intervention se situe dans une discothèque, mais on n'a pas d'informations sur les natures de la blessure pour la personne. Tu continues tout droit, tu prends l'avenue Charles de Gaulle à droite. Vas-y, avance, ouais, c'est là-bas. Nous sommes vendredi soir. Dans cette discothèque près des Champs-Élysées, une jeune fille a fait une chute dans l'escalier. Elle attend les pompiers dans une pièce à l'écart.
La jeune fille est blessée à la tête. Le cuir chevelu est coupé sur plus d'1 centimètre. C'est pas le fait d'avoir mal ou pas? J'avais très mal, je vous aurais dit on va à l'hôpital. Il faut voir s'il y a des points de suture à faire. Non, parce que là j'ai une bosse. Là, vous rentrez, vous levez la tête, il faudra aller. On va délirer, là j'ai une belle bosse. Ouais, mais bon, ça après. Je me suis jamais vue avec une bosse pareille. Finalement, la blessure est sans gravité. Les pompiers conseillent à la jeune fille de rentrer chez elle. 6 h du matin. Sylvain et son équipe sont appelés sur une nouvelle intervention. Cette fois, il s'agit d'un accident de la circulation, porte-maillot. Étant donné qu'il pleut, il fait nuit, on peut s'attendre à tout. Golf 32, La circulation est bloquée, la police est déjà sur place. Une voiture en a percuté une autre, arrêtée au feu, ensuite elle s'est retournée. Sylvain essaye de savoir si l'accident a fait des blessés. Il y a une victime à l'intérieur ou pas? Non, ils sont sauvés. En fait, les mecs qui étaient dans la bagnole, ils se sont sauvés. Par contre, donc tu avais la voiture la 206 qui t'a arrêté au feu rouge. Oui. Les autres les ont percutés. Oui. Donc ils ont quelques douleurs au cervical et la main gonflée pour le conducteur. Il y a combien de victimes? Mais les deux là. Les deux? Ils étaient avant la 206, par contre, la voiture retournée, ils sont partis en courant. D'accord. Donc voilà. Tu me jettes un coup d'œil quand même à l'intérieur de la voiture s'il n'y a personne? Bonjour. Vous étiez les deux passagers de la 206? D'accord. Vous étiez ceinturés? On vous a percuté par l'arrière? D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez Oui. Oui. D'accord. Vous étiez conducteur, passager? Passager. Ceinturé? Et vous? Vous étiez conducteur? Conducteur ceinturé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez, vous, monsieur? Je sais pas, j'ai super mal au doigt et cervical. D'accord, très bien. Vous avez perdu connaissance ou pas? Non? D'accord. Et vous arrivez à bouger les jambes? Ça vous fait mal au bassin aussi? Bougez pas là. Ça fait mal. Sylvain décide de transporter le blessé le plus grave à l'hôpital. Pour protéger ses cervicales, il prend toutes les précautions. À l'hôpital, le pompier transmet les informations au médecin de garde. Il n'y a pas eu de perte de connaissance. C'est votre mineur? C'est notre mineur, tout à fait. Et monsieur a déjà eu 2 fractures du bassin. Fin de service, il est 8 h du matin. La relève est déjà là, prête à partir. Sylvain passe le relais. Hop. Bonjour. Ça va? Bon, bah, bon courage. Hein. Moi, j'ai dormi qu'1 heure cette nuit, donc j'espère que toi, tu feras mieux que moi. Donc, voilà. En moyenne, un équipage intervient une 12aine de fois chaque nuit pour secourir des victimes en détresse aux 4 coins de la capitale. Après 70 jours de détention, le réalisateur Roman Polanski a été placé en liberté conditionnelle dans son chalet, à Gstaad, en Suisse. Il est toujours sous la menace d'une extradition vers les États-Unis. L'écrivain Bernard-Henri Lévy est l'un de ses soutiens les plus fervents. Il se réjouit de cette libération. C'est déjà mieux, naturellement. Mais enfin, c'est la moindre des choses, quand même. C'est la moindre des choses. Et le combat, d'une certaine manière, ne fait que commencer. Pour Ariane Chemin, journaliste au Nouvel Observateur, Polanski est en liberté, mais il reste dans une situation difficile. Ce qui va lui arriver dans quelques jours avec ces paparazzis qui vont entourer son chalet, ça va le rendre dingue. C'est une nouvelle prison parce que de fait, il ne pourra pas sortir dans son jardin sans qu'il y ait des photos prises au téléobjectif. Ça va être cauchemardesque pour lui. Si Roman Polanski est actuellement poursuivi, c'est pour des faits commis il y a plus de 30 ans. C'était le 10 mars 1977. Après une séance photo pour un célèbre magazine de mode, Roman Polanski a une relation sexuelle avec Samantha Gailey. Elle n'a que 13 ans. Devant la justice, Polanski ne reconnaît pas le mais plaide coupable pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Il risque 20 ans de prison.
Mais la veille du verdict, il s'enfuit pour l'Europe. Aux États-Unis, les crimes ne sont pas prescriptibles. C'est pourquoi, 32 ans après les faits, la justice américaine le réclame. Pour maître Emmanuel Pierrat, avocat, les autorités suisses ont fini par céder à la pression des États-Unis. Les Suisses, pendant des années, ont joué un peu aux idiots. Il y a un moment, quand même, on ne peut pas jouer à l'idiot quand les demandes sont réitérées et que la justice américaine finit par dire « Attendez, là, ça fait plusieurs fois que vous ne nous répondez pas en temps et en heure. » C'est ce qui s'est passé. Cette histoire est une honte de A à Z. L'arrestation de Polanski est une honte. Le fait qu'il ait fait de la prison est une honte. Arrêté le 26 septembre dernier, Roman Polanski reçoit immédiatement le soutien de certaines stars qui lancent une pétition demandant l'arrêt des poursuites. Moi, je sais que j'aurais du mal à me regarder dans ma glace le matin en me rasant si je n'avais pas signé cette pétition. Je défends le principe selon lequel un détournement de mineur n'est pas un crime contre l'humanité. Je ne défends pas un copain, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça l'a aidé auprès du juge suisse, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va l'aider auprès du juge américain en campagne électorale et qui a l'intention d'amener la tête de Polanski comme un gros trophée devant ses électeurs. Ça, je ne sais pas non plus. Selon maître Emmanuel Pierrat, ce comité de soutien aurait plutôt porté préjudice à Polanski. Je pense que les pétitions qui ont été faites par les cinéastes, comme ça, un peu spontanément, etc., auraient pu lui servir si elles avaient été menées, on va dire, intelligemment et de façon organisée. Mais là, on a eu des déclarations délirantes. Des gens qui, plein de bonnes intentions, ont dit « il faut le libérer parce que c'est un grand artiste ». Non, il n'y a pas d'impunité parce qu'on est un grand artiste. On est en train de juger le citoyen Polanski dans un moment de sa vie privée où, visiblement, il a commis un certain nombre de choses qui sont considérées comme répréhensibles aux yeux de la loi californienne. Roman Polanski a été contraint de payer une caution de 3 millions d'euros pour sortir de prison. Et il n'a pas le droit de quitter son chalet. Il est l'un des premiers détenus en Suisse à porter un bracelet électronique. Aurait-il bénéficié d'un régime de faveur en raison de sa notoriété? La caution est énorme, un bracelet électronique c'est quand même un peu humiliant. Il doit hypothéquer son appartement de l'avenue Montaigne, son chalet de Stadt. Non, je pense pas que, contrairement à ce qu'on dit, je ne pense pas qu'il ait eu un régime de faveur. Roman Polanski sera-t-il extradé aux États-Unis? Si c'est le cas, il devra comparaître devant le tribunal de Los Angeles. En s'enfuyant et en ne respectant pas la mise en liberté, en quelque sorte, dont il avait bénéficié en Californie, il a de lui-même rompu le protocole d'accord qui avait été négocié entre ses avocats et le procureur. Donc, il est susceptible d'être à nouveau poursuivi pour les premiers chefs d'accusation qui lui étaient tombés dessus, c'est-à-dire ceux de et sur mineurs. La justice américaine a déjà programmé une audience le 10 décembre prochain. Polanski sera-t-il présent à son procès?